Delta Tower, ZJ 677 William. We're over the bridge for 28 right, we got airplane inside. Delta 677 South runway 28 right, clear line. Bring in Brio 135, runway 15, landing runway 28 right. Delta 1435, you have Centurion V-Flight traffic, total cost of 3 miles at 3,500, they're operating in the area. Let's clear that traffic out of the plans for you. Bring in Brio 135, Taking heavy, maintain C180 operator all the way to the bridge. C180 operator, EVA 18. Salut, je m'appelle Bipro. Soyez les bienvenus dans mon univers, là où j'ai toujours rêvé de sillonner le ciel, pour tenter de rejoindre à l'horizon le soleil, sans jamais pouvoir le rattraper. Avec Around the World, je vais enfin pouvoir m'évader et partager avec vous les moments de dépaysement. Allez, c'est parti, voici le récit de mes aventures. Depuis l'aube du premier avion reconnu comme tel et jusqu'à aujourd'hui, il faut bien avouer que les avions sont devenus l'un des moteurs de la liberté humaine. Les spécialistes estiment que nous serons 3,3 milliards de passagers à avoir pris l'avion par an en 2014. C'est tout de même 800 millions de plus que les 2,5 milliards enregistrés en 2009. Ça laisse rêveur. Déjà, j'étais constamment la tête en l'air. Et lorsque je voyais ces traînées blanches dans le ciel, je me demandais, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Mais surtout, où vont-ils? En fait, c'est simple. Bien que virtuelle, aujourd'hui mon aventure va me permettre de voyager. Elle va me permettre de m'évader et de découvrir ainsi notre merveilleuse planète. Au cours de mon périple, je vais pouvoir aussi découvrir des endroits mythiques. Trouver et admirer des endroits magiques. Je vais survoler et ressentir les symboles de l'humanité. J'apprendrai à naviguer et à me poser sur les aéroports les plus difficiles au monde. Je vais aussi sillonner les espaces aériens les plus surchargés de la planète.
je vais chercher et dénicher les endroits historiques de l'humanité. J'irai découvrir d'autres continents. Et bien sûr, j'apprendrai à connaître d'autres cultures. Et enfin, je vais aussi survoler des endroits interdits. Je le ferai en toute sécurité et surtout en toute impunité. Même si tout cela n'est qu'illusion, la réponse à ma question, le virtuel va-t-il plus loin que le réel ? Ma réponse à moi, c'est oui. Car aujourd'hui, je sais que sans cela, je sais que je ne pourrai jamais le faire dans ma vie réelle. Il est aux environs de midi lorsque je me suis posé sur l'aéroport de Grand Canyon National Park. Un bon déjeuner et faire le plein étaient mes objectifs. Arrivé en position numéro 2, derrière un C-130 qui lui aussi ravitaillait, nous avions découvert ensemble l'extraordinaire qualité 3D des cockpits et des appareils. Celui du C-130 et celui de mon Duke B-60 bien sûr. Un tel réalisme ne peut que vous immerger dans cette nouvelle dimension. Le Grand Canyon, situé au nord-ouest de l'Arizona, aux États-Unis, il s'étend sur 450 km de long, entre le lac Powell et le lac Mead. Le Grand Canyon a été plusieurs fois recouvert par les mers au cours de son histoire. Pour décrire celle-ci, on peut remonter jusqu'à 1,7 milliard d'années, d'un point de vue géologique bien sûr. Le Grand Canyon est l'un des sites les plus visités aux USA, 4,5 millions de visiteurs en 2007. Et cela ne cesse d'augmenter. Et c'est ici que tout a commencé. Salt Lake City, capitale de l'Utah. Ici, tout est grand. Et lorsque l'on découvre pour la première fois les États-Unis d'Amérique, avec ses autoroutes à 6 ou 8 bandes de circulation, dans une ville quadrillée à la romaine, avec des avenues et des boulevards de plusieurs dizaines de kilomètres, 2 millions d'habitants, dans un décor naturel, et au bord d'un lac absolument époustouflant, au pied des montagnes Wasatch, croyez-moi, on reste sans voix. Un aéroport international qui n'a rien à envier à Roissy-Charles de Gaulle. D'ailleurs, comme dans tous les États américains, car tous ont toujours un aéroport international, voire même plusieurs, comme New York par exemple. Tous accueillent chaque année plusieurs dizaines de millions de passagers. En parlant de passagers, et au même moment où je m'apprête à quitter le Grand Canyon vers Tucson, un vol international et national quitte le tarmac de KLCC pour la même destination que moi. Il faut savoir que les vols nationaux aux USA
sont aussi courants dans les mœurs de la population américaine que de prendre un bus. Pour un peu moins de $300, vous pouvez aller n'importe où aux USA. Ici, il y est courant de prendre l'avion pour aller travailler. C'est accessible à tous, sans pour autant être un homme d'affaires ou millionnaire. Cet état d'esprit et cet état de fait a largement contribué au développement de toute l'industrie aéronautique américaine. Parce que c'est tout simplement beau à regarder et parce que c'est l'une des phases dangereuses dans le cadre d'un vol, je vous laisse écouter et voir ce défi à la nature, donc le décollage d'un appareil. Voici en présence du 747-400. Ce modèle date de 1989. Bien que l'histoire du 747 remonte à 1965, lancé pour répondre à la croissance du trafic aérien dans les années 60, cet appareil est une légende et reste jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380, le plus gros porteur sur ligne aérienne commerciale. En fin de décollage, nous vous demandons de redresser le dossier de votre fauteuil et de ranger votre tablette. Sorti des usines Boeing et spécialement dédié à la production de cet appareil, il fut commandé jusqu'au 30 mars 2008, 1522 exemplaires, toutes versions confondues. Avant de démarrer le vol que je me prépare à faire, je vous présente un endroit qui a été spécialement aménagé pour moi, pour qu'entre deux étapes, je puisse me reposer et m'entraîner. Voici mon île, à Wonderworld Island. Planté dans l'océan Pacifique, il y a plus d'un an, cet endroit magique n'était qu'un vulgaire îlot avec des cailloux et des arbres. C'est tout de même sympa de pouvoir dire mon île. Même dans mes rêves les plus fous, la probabilité que je puisse en avoir une réellement dans la vie est plus qu'infime, pour ne pas dire nulle. Plage de sable fin, cocotiers, aéroport personnel, eau cristalline, lever et coucher de soleil à vous couper le souffle, avec un superbe bateau de croisière mouillant au large des côtes. C'est absolument magique et prodigieux. C'est mon chez-moi à moi. Sur ce coup-là, waouh, je dis merci la production. Cet endroit unique est un véritable havre de paix, où naturellement, il fait bon vivre. Imaginez-vous passer une nuit ici, pour vous réveiller dès le lendemain et aller survoler la zone. Extraordinaire. Laissez-moi vous présenter d'un petit peu plus près les infrastructures de l'île. Commençons par les bungalows. Bungalows de luxe, bien sûr, directement situés sur les plages de sable fin. Une végétation dense et luxuriante pour préserver le caractère naturel de l'île. Un aéroport typique afin de réduire au maximum la pollution. Une piste asphaltée de 1800 mètres avec une tour de contrôle tout aussi discrète que typique. Comme l'île est le quartier général de la production, il n'est pas rare de voir les actionnaires séjourner ici. Certains méditent sur des plages de sable fin, tandis que d'autres profitent des bienfaits de la mer.
L'emblème de l'île est l'entrée de la piste 36, devant le lagon, où se dressent fièrement 2 têtes de serpent. Autant vous dire qu'il ne faut pas rater son approche. Nous avons aussi notre phare, une piste d'eau, face bungalow, et puis le bateau de croisière, dans lequel j'ai aussi une chambre, car il sert d'hôtel à toute la production. Les installations comprennent encore 2 héliports, 3 parkings, une marina et bien d'autres choses. Ok, maintenant, je peux repartir. Le moment que je préfère, c'est m'envoler vers d'autres lieux. Après tout, c'est pour cela que je suis là. Je ne vais pas trop traîner, car l'opérateur de la tour de contrôle m'a signalé que la météo allait se gâter. J'ai juste le temps de prendre mon envol, car je suis en vol à vue, en vol VFR. Évidemment, si le temps se gâte, je ne pourrai plus partir. Vite, le check magnéto, et je file en direction de la piste numéro 3, celle-là même par laquelle je suis arrivé. Je serai à nouveau et décidément en position numéro 2, derrière un Learjet cette fois-ci. Les personnes qui voyagent en ce type d'appareil ne sont certainement pas dans le besoin, c'est une machine formidable. Lorsque vous savez que le prix pour un appareil comme le mien, un Duke P60, qui n'est plus fabriqué depuis 1986, donc forcément on le rachète d'occasion, peut avoisiner la somme astronomique de 300 000 $ pour en faire l'acquisition, je vous laisse imaginer ce que peut coûter un Learjet. GPS pour éviter de déplier la carte dans l'habitacle. On décolle vers le nord pour repartir vers le sud avec un virage à 180 degrés par la main gauche et repasser de la sorte pile au-dessus de l'aéroport. Cela ne se fait pas d'ordinaire, mais la tour me l'a demandé. Donc si pas de danger, je ne discute pas et m'exécute sans problème. Bien, je vais arriver au point d'arrêt et je garde mes distances avec le Learjet. Il s'agit de 2 moteurs à réaction devant moi. Donc, keep cool, keep your distance, and everything alright. Great. Attendons qu'il décolle, et ensuite, c'est à mon tour de m'aligner.
Ok, on y va, c'est à mon tour de m'aligner. Et c'est parti. Vous pouvez noter que ma DME n'indique encore rien. Nous ne sommes pas assez haut. En effet, le relief est plutôt montagneux ici. Donc, à mon avis, avant 10 000 pieds, la première VOR ne sera pas captée. Mon altitude de croisière sera de 17 000 pieds. Et notre temps de parcours pour le vol complet jusqu'à la destination finale sera approximativement d'1h30. On fait demi-tour, cap sud, 181 degrés, en passant une dernière fois au-dessus de ce gouffre béant. Je vais réduire le mélange de richesse, la mixture et la synchro des hélices propulsion afin de réduire ma consommation de carburant. Maintenant, la DME capte la VOR. Le point de navigation se trouve à 82 nautiques miles. Notre vitesse de croisière actuelle de 173 nœuds devrait nous permettre d'atteindre le point dans 28 minutes. Je règle également mon indicateur de cap pour visualiser où je me situe en rapport avec la trajectoire prévue. Je corrobore cette information pour voir si je vais dans la bonne direction à l'aide du compas magnétique. Tout est parfait. Cap plein sud, 181 degrés, c'est la direction de Tucson. Pendant que je navigue vers les points de navigation 1 et 2, je me rappelle le premier jour de mon arrivée sur l'île, Around the World Iceland. La production m'avait expliqué que pendant notre tour du monde, certaines villes, étapes de notre périple, offraient des présents à la production. Une forme d'investissement en quelque sorte, ou de sponsoring. Nous sommes aux USA, et il y est prévu au moins que j'y passe 2 fois sur plusieurs États. Donc, la production a reçu de la ville de New York notamment, et pour l'occasion, un Hummer limousine, avec 4 véhicules de police rapides pour escorte et la sécurité sur l'île. Je me demandais pourquoi autant de sécurité, en sachant que personne ne sait rien, et en plus que je suis un parfait inconnu. Quand je suis arrivé, l'île était quadrillée par des policiers, en civil, et je me sentais comme en danger, même si je suis convaincu qu'il n'en était absolument rien. Le crépitement des radios me faisait penser à un danger, à un risque d'attentat. Or,
Il s'agissait bêtement d'un simple paparazzi. Je vous rassure, on ne m'a pas tiré dessus. C'est le sentiment que m'a donné le démarrage en trombe et toute sirène hurlante des véhicules qui encadraient mon arrivée. Bref, pied au plancher, on me conduit manu militari à l'aéroport, prendre quelques affaires, et ensuite, plus calmement, à bord d'un bateau pour que je puisse, bercé par les flots et sous le soleil, profiter d'un premier test technique de l'aéroport de Lille. Test d'ailleurs auquel je participerai moi aussi dès le lendemain. Maintenant que je suis installé à bord du bateau, revenons-en à l'itinéraire du vol. Parti des Grand Canyon Village, nous allons nous diriger vers Flagstaff en Arizona, qui est traversée par la célèbre route 66. Cette partie du trajet prendra 28 minutes à l'altitude de croisière des 17 000 pieds. De là, nous nous dirigerons vers Phoenix, la plus grande ville et capitale de l'Arizona. Quasiment le même temps de vol et la même altitude car le relief l'exige. Enfin, la dernière partie du trajet, direction Tucson, la deuxième ville en importance en Arizona après la capitale. Depuis que nous avons passé la frontière de l'Arizona, juste après le lac Powell, il m'aura fallu plus de 2 heures de vol pour traverser l'Arizona. Bien qu'à partir de Phoenix, je vais commencer à réduire mon altitude, je ne pourrai pas descendre au-delà des 7000 pieds maximum. Car, comme vous pouvez le voir, dans l'approche généralement directe de l'aéroport de Tucson, les montagnes de Tucson, qui culminent à 6800 pieds, sont sur mon trajet d'approche. Ensuite, j'ai une courte zone où je peux plonger pour me poser sur l'aéroport, qui se situe quant à lui à 2800 pieds. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et j'aimerais toutefois préciser que je ne suis pas un pilote. Je ne suis pas un pilote dans la vie réelle. C'est important dans la mesure où nous allons par-ci, par-là, apprendre ensemble un certain nombre de notions qui, pendant ce tour du monde, nous permettront, à l'aide du simulateur, de nous faire plaisir en découvrant tous les endroits survolés et tous les appareils essayés pour assurer notre périple et nos découvertes de cette planète. Je vais régler ce que l'on appelle la navigation 1 sur ma radio, la fréquence de la VOR suivante, afin d'obtenir la trajectoire à suivre. En général, moi, avec le simulateur, je la règle aux alentours des 11 nautiques, avant la VOR que je suis en train en ce moment d'atteindre. Ce qui me laisse le temps théorique de régler mes instruments pour suivre, voire vérifier ma trajectoire. Comme vous pouvez le voir, au moment voulu et en appuyant sur le switch, la navigation 1 s'est activée et la DME, dès à présent, a repéré le point de navigation suivant. À nouveau, je vais régler mon cap ainsi que l'OBS sur le même cap afin de visualiser où je me trouve en rapport avec la trajectoire sur laquelle je dois m'aligner. Je vous promets qu'au cours des épisodes suivants, j'expliquerai en détail comment cela fonctionne. Ensuite,
comme je suis au-dessus de Phoenix, je vais jouer avec la trim pour ralentir très légèrement et descendre jusqu'à maximum 7000 pieds. À ce moment précis, quelques caméramans restés sur Grand Canyon me signalent le départ d'un C-17, destination inconnue. Le C-17 Global Master 3 est construit par McDonnell & Douglas dans les années 1990, bien que la conception de départ de cet appareil date des années 80. Aujourd'hui, McDonnell et Douglas, absorbés par Boeing depuis août 1997, a livré à ce jour 235 appareils. Cet appareil est utilisé pour les opérations militaires et achemine l'aide humanitaire, comme pour la 400M des Européens. Il est doté de volets hypersustenteurs, de puissants inverseurs de poussée et d'un solide train d'atterrissage pour pouvoir décoller ou se poser sur des pistes courtes ou sur des sols non aménagés. Quant au vol proprement dit de cet appareil, l'équipe et moi avons déduit qu'il partait probablement pour la fameuse zone 51. Celle-ci n'est qu'une aire géographique au Nevada, aux abords du Groom Lake, dans le comté de Lincoln. Aire évidemment réservée uniquement à l'usage exclusif des militaires. Vous vous rappelez les deux appareils qui décollaient de Salt Lake City au même moment où je quittais Grand Canyon? Eh bien, il y a 3 parallèles. C'est qu'en plus de partir au même moment que moi, ils auront la même durée de vol, 1h30. Et ils se poseront sur le même aéroport. Plutôt sympa pour le côté je ne suis pas seul, mais stressant pour me retrouver dans le même trafic que ces deux appareils à un moment aussi dangereux que le décollage, c'est-à-dire l'atterrissage.
Ces appareils se déplaçant à une vitesse moyenne de Mach 0,82, soit 984 km par heure, avec une altitude de croisière moyenne de 35 000 pieds, soit 10 606 mètres, feront que leur trajet ne sera que d'1h30 maximum. Là où moi, en dehors de mon arrêt sur Grand Canyon, j'aurais mis plus de 3 heures pour une distance parcourue de 534 nautiques miles, soit 961 km. Ladies and gentlemen, we are now serving drinks. Hello, Captain. Would you like some coffee? Enjoy. Ladies and gentlemen, we are descending to our destination. Please fasten your seatbelts and make sure all portable electronic devices are securely stowed so that we may secure the cabin for arrival. En l'occurrence, ce vol United Airlines arrive même avec 5 minutes d'avance sur moi. Il est déjà en approche pour se poser sur Tucson. Comme il semble y avoir pas mal de trafic en ce moment, puisqu'au total, nous sommes 3 appareils arrivant plus ou moins au même moment, la tour demande à ses vols commerciaux d'aller jusqu'en bout de piste pour bien séparer et suivre le trafic au sol. Donc, ces avions se poseront un peu plus loin que ne le prévoit le marquage au sol de la piste 11 Lima, c'est-à-dire 11 left en anglais ou 11 gauche en français. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. On behalf of the captain and crew, we thank you for flying with us, and we hope that you will join us again. Revenons sur moi pour l'instant car finalement, le 747-400 Corsair se posera après moi en position numéro 3. En ce moment, en descente sur la capitale de l'Arizona, sur Phoenix, il n'y a pas à dire, c'est plus impressionnant encore que Salt Lake City. La première activité de la région était l'agriculture et la production de coton en 1867. Aujourd'hui, les activités économiques de Phoenix se sont diversifiées. Les administrations et l'université emploient beaucoup de personnes. Les industries de haute technologie, microélectronique, aéronautique, télécommunications, etc. et le tourisme fournissent d'autres emplois. Les industries liées à l'armement se sont aussi implantées dans l'agglomération, telles que Luke Air Force Base. Les bonnes conditions climatiques également attirent les tournages de films pour l'industrie du cinéma. Environ 20 nautiques nous séparent de l'atterrissage final. L'aéroport de Tucson se situe juste derrière ces montagnes. Je vais me servir de l'approche IL-Est de la piste numéro 11 Lima pour m'aligner au dernier moment sur la piste 11 Romeo. Rappelez-vous, 11 plus lettre L égale 11 gauche ou 11 plus lettre R égale 11 droite. Left and right en anglais. Je dois me poser sur la 11 droite.
je vais mettre à 100% la mixture et la propulsion, et enfin ralentir pour l'atterrissage final. On va sortir le train d'atterrissage, qui contribue également à ralentir l'appareil. Il agit dans le cadre de cet avion aussi, comme le fait d'avoir enclenché le premier cran de volet. Je continue lentement à m'approcher de la trajectoire ILS pour me diriger en biais vers la piste 11 Roméo. Ensuite, tout en réduisant la vitesse, je mettrai un puis deux crans de volet pour le toucher final. Faire une approche très lente, en dehors de faire un atterrissage en douceur, ne met pas à l'abri de rafales ou de cisaillements du vent. Lorsque vous flirtez avec la vitesse du décrochage, cela demande de rester vigilant. En cas de problème à cette hauteur, il faut réagir dans la seconde. Car si vous attendez la deuxième seconde, c'est trop tard, c'est le crash assuré. C'est ce qui va d'ailleurs m'arriver. Non pas le crash, mais le décrochage. Le temps de remettre un coup de gaz instantanément, et hop, les papilles m'indiquent que tout va bien. En plus, avec l'alarme de sol, tout cela est stressant. Sur ce coup-là, pas terrible l'atterrissage. J'ai vraiment horreur des grands aéroports. Bref. Ok, tout va bien, revoyons cela. La tour de contrôle m'a demandé de prendre la troisième voie à gauche. Contrairement aux vols commerciaux, je n'ai pas dû me rendre jusqu'en bout de piste. Une fois sur le taxiway au point d'arrêt, toujours bien regarder à gauche et à droite
même si on a reçu le feu vert de la tour pour traverser une piste en service. Je traverse donc la 11 gauche rapidement, car le 737-400 doit arriver. Au vu de notre proche atterrissage, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Le dossier de votre fauteuil doit maintenant être relevé et votre tablette rangée. Madame, monsieur, nous sommes sur le point d'atterrir. Restez assis et gardez votre ceinture attachée jusqu'à notre arrêt au point de stationnement. United 468, Texas Cadet, caution resumes from the Boeing 757, headed to right for the Bella runway, wind 0403, runway 2 left, clear to land, traffic holding in position, runway 1 right. Good line on 3 left, United 468. Alaska 312, turn left at Echo, kind of ground footing. Je vais prendre mon temps pour rejoindre mon parking. Car ayant déjà raté l'approche du vol United Airlines, je ne veux pas rater celui du 747-400 Corsair. Cette légende reste un plaisir pour les yeux. Je l'entends à la radio. Il est en finale. Je devrais l'apercevoir. Sink rate. Sink rate. Les équipes qui avaient pu filmer le décollage de cet appareil s'étaient organisées avec le commandant de bord pour qu'il porte une paire de lunettes caméra et ainsi nous faire vivre l'atterrissage de l'intérieur du cockpit. Cet immeuble de 7 étages sur roues se pilote au sol comme un autobus. Sur place ici à Tucson, nos équipes s'affairent pour transmettre les images et essayer de se trouver aux bons endroits pour avoir les meilleurs plans de vue.
Les autorités aéroportuaires de Tucson ont été assez complaisantes avec lui. Tucson est la deuxième ville en ordre d'importance en Arizona. Elle n'est pas contre de temps à autre d'avoir un peu de publicité. Cette ville pourtant est très célèbre sur bien des attraits. Mais cela, nous le verrons dans le prochain épisode et l'étape suivante. Plus loin, on peut encore apercevoir le vol United Airlines à sa porte d'arrivée. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à notre aéroport de destination. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne numéreuse, à l'arrivée à notre point de stationnement. Ceci pour vous éviter d'éventuelles blessures en cas d'arrêt brutal de l'appareil. En me rendant sur mon parking, je réalise qu'il est encore tôt, 15h30. Je devrais en avoir pour 30 minutes sur place, le temps de recevoir le tampon de la tour de contrôle sur mon carnet de vol. Et puis, je pourrais redécoller pour le Mexique ou pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a 5 heures de vol à peine, je survolais les endroits enneigés de Salt Lake City. Et là, ici, il fait 30 degrés. J'adore le soleil. Un rapide calcul me fait estimer que je pourrais atteindre La Paz au Mexique aux alentours de 20 heures. C'est mon étape numéro 2. Donc, je prends la décision. Je repars aujourd'hui. Je ne suis jamais allé encore au Mexique, ni en virtuel, ni en réel. Et je trouve vraiment cela excitant de pouvoir le faire. J'adore voyager, j'adore découvrir. L'équipe ne le sait pas encore. Et quand je vois le pauvre caméraman courir autour de mon appareil pour filmer la fin de cette étape numéro 1, je me dis, ils vont avoir du boulot, puisque dans 30 minutes je repars à nouveau. Allez, je me dépêche, je coupe les moteurs, et puis je vais leur annoncer cela, afin qu'ils se préparent au mieux.
Madame, monsieur, nous sommes arrivés à notre point de stationnement. Faites attention à la chute éventuelle de bagages à l'ouverture du coffre. Ceux-ci ont pu bouger durant le vol. Au nom du commandant et de son équipage, nous vous remercions d'avoir volé avec notre compagnie et nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Vous vous rappelez tout à l'heure lorsque j'évoquais les premiers tests de l'aéroport de Lille à Around the World Island. Je vous propose que l'on y retourne quelques instants avant de se quitter, pour voir ce fameux essai. Et puis il y aura aussi l'un de mes exercices, de mes premiers exercices. Et encore, c'est sans compter que l'on m'a donné aussi l'occasion de faire un essai d'appontage et décollage sur un porte-avions. Vous avez bien entendu, un porte-avions. J'étais tranquillement installé dans mon yacht sur le lagon devant la piste 36. La sécurité se met en place avec les secours. Voilà mon ami JR. Non Bachir Ewing, mais le créateur de l'île. Lui aussi, il en fait le tour pour inspecter les moindres recoins. Il est le responsable du test. Il faut dire que l'exercice est assez risqué. En moins de 10 minutes, 4 chasseurs vont décoller de l'île, 2 par 2. Et en faire le tour. Et entre les deux, l'avion de la production Around the World, un 737-800 habillé aux couleurs de l'aventure, va se poser sur la piste entre le décollage et l'atterrissage des chasseurs. Les chasseurs, 2 Alpha Jet de la patrouille d'Air France et 2 F-14 qui ne sont plus en service, mais qui ont été mis à disposition via les Américains. Décidément, très complaisant avec la production. Check flight control. Check MSET cable. Check thrust lever. Check flaps up. Check MSET.
Voici comment l'exercice se déroule. Les deux Alpha Jet décollent en premier. JR, sur la piste, et placé au centre de celle-ci, sera entre eux et les deux F-14 qui décollent immédiatement derrière lui, c'est-à-dire en second. Au moment où les deux F-14 quittent la piste 36, le 737-800 de la production est en finale sur celle-ci. Les Alpha Jet sont à l'extérieur et à l'intérieur du circuit du tour de piste, et les deux F-14 en formation serrée sont en leur centre. Le Boeing se pose dans l'intervalle décollage et atterrissage des chasseurs. Et dès qu'il emprunte le taxiway conduit par JR, les F-14 se poseront cette fois-ci en tête devant les Alpha Jet qui maintenant ferment la marche de l'exercice après l'avoir ouverte. Ce test est destiné à s'assurer que malgré que la piste soit bordée d'arbres et qu'elle soit d'un bout à l'autre de l'île, autrement dit, si vous ratez votre coup, vous êtes dans l'eau, que l'on puisse jouer avec l'urgence et y faire poser en toute sécurité, quasi simultanément, 5 appareils de types différents, tant au point de vue de la gestion de la piste que des taxiways ou des parkings, et enfin la gestion des secours. Dès le lendemain, je participais à l'action. Une formation improvisée pour faire atterrir 5 appareils simultanément sur la piste asphaltée. 4 avions quittent la piste 36. Le 5e, c'est moi, avec un hydravion et parti de la piste d'eau. Voler avec ce type d'appareil légendaire était pour l'équipe une récompense inégalable. À mon tour d'entrer dans la danse. Je décolle et je prends la tête de la formation avec un atterrissage tous les 5 simultanément. Cette fois-ci, la sécurité est assurée par un bâtiment militaire de guerre. Plus en service, bien sûr, excepté pour des simulations ou des meetings d'hiver, moyennant paiement, bien entendu. Ce sont des hélicoptères sécurité et commando qui jouent les chaperons de la formation.
Tout est comme dans un film. On s'évade. Je sais pertinemment que tout cela est virtuel. Pourtant, cela fait plus d'1 heure que vous avez voyagé et partagé avec moi un autre monde. Puis vient enfin le moment où je suis invité sur le porte-avions pour m'essayer à l'appontage à 5 nautiques de l'île. Le matin, on est venu me chercher en hélico pour que toute la matinée je puisse m'essayer, m'entraîner et avoir les informations nécessaires pour tenter un essai. Je serai avec un vrai pilote qui prendra la main en cas de danger. L'après-midi, une fois après, ils avaient reconstitué le navire sur le pied de guerre. J'étais angoissé et fasciné à la fois. C'est la première fois que virtuellement, je faisais ce genre de choses. Il n'est déjà pas simple de voler tout simplement, mais sur un bateau, ça devient vraiment difficile et réservé aux experts dont je suis très loin derrière.
Voilà, mon baptême sur porte-avions s'est achevé. C'était une première fois compliquée et stressante. J'aurai sûrement l'occasion de renouveler l'expérience, voire de me familiariser à l'environnement dans d'autres aventures. Je n'ai pas souhaité être trop technique ou historique pour le coup de cette première étape, de cette première aventure. Nous avons encore largement le temps. Encore près de 159 étapes nous attendent pour la suite des aventures de B-Pro. Mon ami Michel Lagneau dit en parlant du Microsoft Flight Simulator, « Voler n'est pas jouer ». Et moi j'ajoute, je dirais même plus, jouer n'est pas voler. Tout est dit, je le répète. Je sais que ce n'est pas réel. Je sais aussi que je ne peux pas vivre pareille aventure réellement dans ma vie quotidienne. Donc, j'en conclus que le virtuel me permet d'aller au-delà du réel et en plus de le partager avec vous. Apprendre et découvrir en s'amusant reste le moteur d'un épanouissement ludique rendu possible et accessible à vous tous, à tout le monde, grâce à l'informatique. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. La deuxième étape, le soleil, la mer et les cocotiers. Nous parlerons bien sûr du Mexique. Aïe 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 caramba!